dans All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WizEvent. Avec Bastien de Marcillac, gérant de la société Event etc., qui organise Vélo Tour, une balade insolite à vélo dans 10 villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel, grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille, une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WizEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless, que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WizEvent. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de All Access avec Bastien de Marcillac. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Carole Mayer, qui est la directrice du festival Art Rock. Carole, est-ce que vous pouvez nous présenter votre festival ? Bonjour à vous d'abord, merci de me recevoir. Art Rock est un festival qui est assez particulier. Ça fait partie des plus vieux festivals bretons. Donc on va cette année en 2020 organiser la 37e édition. C'est un festival qui a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un festival pluridisciplinaire. Donc on est à dominante musique actuelle, mais on donne aussi la part belle à la danse contemporaine. On organise des expos d'art contemporain et d'art numérique qui durent 10-15 jours. On organise des projections, des spectacles d'art de rue, des conférences. Voilà, c'est vraiment divers. Et d'ailleurs, le nom art rock vient précisément de la rencontre entre ces arts et une esthétique qui est un peu rock au sens de original, un peu provocateur, un peu qui bouleverse les codes, etc. Vous êtes directrice du festival. Comment on se retrouve à ce poste-là ? Parce que je vois que vous avez aussi différentes expériences, notamment à l'étranger, dans différents instituts. Bonne question. Je ne sais pas s'il y a un parcours type, mais c'est vrai que j'ai un peu touché à tout. J'ai travaillé dans plusieurs festivals, notamment à l'international, effectivement. J'ai aussi travaillé pour l'Institut français et des services culturels dans des ambassades de France à l'étranger, en effet. Et quand je suis rentrée en France, je suis devenue administratrice du festival Art Rock. Et donc, j'avais en charge la gestion financière et aussi la direction de production. Donc, de ce fait, on touche un peu à tout, on pilote un peu le back-office, on pourrait dire. Et donc, voilà, c'est une suite logique. C'est une suite logique à l'organisation d'événements et de festivals ailleurs, un peu. Combien de salariés sur la structure aujourd'hui ? Alors, en termes d'équivalent de temps plein travaillé, on est 10, mais on a 6 permanents au bureau, dont un mi-temps. Et au moment du festival, on est environ 200. On doit avoir 150 intermittents du spectacle et 50 CD des cours qui sont à la billetterie, à l'accueil, etc. D'ailleurs, si on reste dans les chiffres, c'est 600 bénévoles aussi, on en parlera tout à l'heure, 450 artistes, 19 maisons gourmandes, puisque donc dans la partie pluridisciplinaire, il y a toute une partie gastronomique, 1200 chambres d'hôtel, 150 partenaires, 10 lieux de concert, 3 jours de festival, et surtout, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est 78 000 spectateurs, et Saint-Brieuc, si je dis pas de bêtises, c'est 45 000 habitants. Comment on attire autant de monde dans une petite ville, en tout cas une ville moyenne ? Effectivement, on est... en fait, c'est même un peu plus, parce que nous, on monte jusqu'à 78, quasiment 80 000 spectateurs. Mais il y a aussi un off qui est organisé en parallèle du Festival Art Rock. C'est des concerts dans les bistrots de la ville de Saint-Brieuc. Et eux attirent bon an mal an autour de 15 à 20 000 personnes. Donc en tout, c'est 100 000 personnes qui affluent dans le centre-ville ce week-end-là. Donc réellement, ça double la population. Comment on en attire autant ? On est quand même ancré dans le paysage depuis bientôt 40 ans. On touche des générations différentes et donc c'est un public qui a l'habitude et qui vient, qui a même grandi avec le festival et qui local, revient d'année en année. C'est plutôt un public breton où on arrive par l'éclectisme à attirer aussi des gens qui viennent chercher justement ce mélange d'art et de musique qu'on trouve pas forcément dans beaucoup d'autres festivals. Ouais, c'est un public à 80% breton, mais on attire un public qui vient aussi de Nantes, de Paris.
et puis des régions périphériques. Effectivement, ça dépend des propositions artistiques. Il y a des projets comme des expos, des choses comme ça, où on fait venir des artistes internationaux qu'on ne voit même pas à Rennes ou à Nantes. Donc on peut en effet attirer du monde pour ces artistes-là ou pour des têtes d'affiche qui ne jouent pas ailleurs. Je pense par exemple l'année dernière à The Good, The Bad and The Queen, un groupe avec Damon Albarn notamment. On était une des 2 seules dates en France et la seule dans le Grand Ouest. Donc de fait, là on draine surtout l'ouest de la France. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que on gère de la même manière des artistes, des groupes de musique que un plasticien, qu'un artiste multimédia? Est-ce qu'ils ont les mêmes exigences? Est-ce qu'ils sont aussi compliqués? Ou est-ce que ça dépend finalement de chacun? Les plasticiens sont un petit peu plus sobres. Ils sont effectivement c'est pas les mêmes exigences, du moins c'est les mêmes exigences artistiques, c'est-à-dire ils s'accordent, tous veulent que leur œuvre soit présentée sous de la meilleure manière qui soit. Après en termes d'accueil, en termes de personnes, c'est sûr que les groupes de musique ont plus une habitude de faire la fête et de faire le show, alors que les plasticiens, en général, eux, on les voit pas, et c'est dans un cadre beaucoup plus académique. Et voilà. Donc effectivement, on n'a pas des riders de 12 pages pour un plasticien. C'est plus sur la technique où c'est un peu plus compliqué, quand c'est du multimédia, quand il y a des choses qui se passent en direct, l'art numérique a quand même quelque chose de compliqué où il faut à tout prix que tout fonctionne, parce que sinon l'œuvre ne marche pas et c'est raté. Nous, on voit donc Art Rock, c'est un vrai festival pluridisciplinaire avec évidemment de la musique, mais aussi de l'art de la rue, de la vidéo, le festival Rock and Talk également. Est-ce que c'est un challenge supplémentaire d'avoir justement ces différentes activités, ou une vraie force pour se démarquer aussi de la concurrence d'autres festivals? Comment vous le voyez? C'est un peu les deux, effectivement. De fait, ça aide à se démarquer. Des festivals pluridisciplinaires, il y en a peu en France. On a aussi la particularité d'être urbain, on est en plein centre-ville, et également d'avoir une grosse partie des propositions qui sont gratuites. Donc la pluridisciplinarité, oui, ça permet de se démarquer, ça permet de parler à beaucoup de typologies de publics différentes. Donc de fait, la communication atteint un plus grand spectre de public. Par contre, en termes d'organisation, effectivement, c'est pas simple. Ne serait-ce qu'en termes de programmation, les calendriers sont pas du tout les mêmes, et on n'a qu'une programmatrice, et donc pour elle, jouer... Qui gère du coup l'ensemble par exemple, des disciplines. l'art vivant, ça se programme 1 ou 2 ans avant, alors que la musique, c'est plutôt 6-8 mois avant. Enfin voilà, pourquoi ça se gère 1 ou 2 différemment. ans avant? Ça m'intéresse de savoir pourquoi on est sur des agendas aussi éloignés. Les compagnies d'art vivant travaillent en général avec des salles qui ont des saisons qui se déroulent de septembre à juin et qui annoncent au mois de mai ou juin. Pour les abonnés, pour leurs abonnés. Exactement. Donc en fait, leurs saisons sont bouclées en mars-avril de l'année d'avant, ce qui fait que il y a un travail qui se fait beaucoup plus en amont. Et donc vous communiquez pour attirer les festivaliers sur le côté pluridisciplinaire, où il y a une communication dédiée sur plutôt les personnes qui ont envie de venir voir de l'art de rue, plutôt des personnes qui ont envie de voir des concerts, plutôt les personnes qui veulent assister aussi au festival Rock and Talk. Comment est-ce que ça fonctionne? Non, nous on communique sur tout, parce que l'idée c'est justement pas de segmenter, mais d'inviter les spectateurs justement à s'aventurer et à aller voir autre chose. C'est rare dans un festival de pouvoir se dire après un spectacle, après un concert de rock, je vais aller voir une expo d'art contemporain, et puis un spectacle de danse, et puis une projection de dessins animés d'images de synthèse. Là, c'est vraiment l'idée d'expérimenter des choses. Il y a une grosse partie qui est gratuite. Puis beaucoup de découvertes du coup, j'imagine. Voilà, beaucoup. Donc c'est pas des fans qui viennent voir tel groupe de rock ou tel artiste et puis qui se croisent pas. Finalement, l'idée, c'est aussi d'avoir ce mix. Est-ce que c'est une volonté dès le début, dès la première édition, d'être pluridisciplinaire, ou c'est peu à peu qu'il y a des disciplines qui ont été rajoutées? Ah non, c'est venu vraiment dès le début, ouais. Donc c'est l'ADN même de c'est l'événement. l'ADN du festival, et c'est ce qui fait vraiment la richesse du projet artistique, ouais. Si on revient un petit peu à votre rôle de directrice, aujourd'hui, quelles sont les grandes missions que vous prenez en direct dans cette organisation? Comment vous les définiriez? Il y en a beaucoup, parce qu'on est une petite équipe, mais c'est veiller à la bonne organisation du festival. Donc il y a une part de recherche de financement, il y a une part
direction de production, il y a une part d'encadrement de l'équipe et justement d'assister les différentes équipes et de participer un petit peu à la com, un petit peu à la prog, etc. Et il y a effectivement aussi une fonction représentative. Vers l'extérieur, ouais. En termes de production sur l'événement, est-ce qu'il y a des choses que vous gardez vous en direct ou tout du moins en préparation pendant l'année, sur lequel c'est vous, directrice, qui avez la main de A à Z et ensuite pendant l'événement vous donnez la main à des saisonniers, ou est-ce que non, vous êtes toujours en support? Non, il y a des fonctions que j'ai gardées aussi par attrait et goût personnel pour la production, parce que c'est un peu le secteur d'où je viens, et aussi parce qu'on a personne à l'année. Nous, on a juste une chargée de prod qui arrive, qui est là pendant 3 mois, donc qui peut pas forcément gérer tous les dossiers. Moi, par exemple, je gère les bars de A à Z, et voilà, là, pendant le festival, effectivement, il y a une équipe qui prend la main. J'ai longtemps géré le cashless aussi. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'en occupe. Mais voilà, il y a quelques éléments que j'ai gardés. Et puis après, il y a ce qui va aussi avec la fonction, et qui est par exemple la gestion de tout ce qui est sécurité, etc. Et qui là n'est pas. Alors, je voulais en parler justement parce que dans votre parcours, il y a une formation de police, et je me suis dit tiens, ça colle pas avec cet univers de la culture, des arts. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Et dans quel cadre vous avez fait ça? Non, c'est pas une formation de police ou de policier, mais effectivement c'était à l'École nationale supérieure de la police. C'était une formation plus précisément sur les risques terroristes dans l'événementiel, puisque c'est malheureusement quelque chose auquel nous sommes soumis ou par lequel nous sommes menacés depuis quelques années. Et c'est quelque chose pour lequel on n'est pas du tout préparé. Nous, on organise des spectacles. Parler de tuerie de masse, on n'a pas du tout fait ça pour ça, au contraire. On est plutôt là pour organiser des fêtes, sécurité, quoi, si vous voulez. Finalement. Voilà, je vais pas dire que c'est des sujets tabous, mais c'est pas des sujets qui sont les plus mis en avant. On dit pas. Pas du tout. Et puis c'est pas jusqu'à il y a quelques années, je dirais même avant 2015, la sécurité était là, mais c'était moins lourd et moins. C'est une démarche menaçant. Que vous avez faite en vous disant tiens, c'est un sujet que je veux mieux maîtriser. Ouais, tout à fait. Et du coup, vous avez changé entre 2015 justement, les événements organisés avant 2015 et les événements aujourd'hui organisés. Il y a un vrai changement en termes de gestion de la sécurité sur l'événement, des coûts supplémentaires probablement également. Comment est-ce que ces changements ont eu lieu? Vous travaillez avec les autorités compétentes, j'imagine, sur ces éléments-là? Oui, bien sûr, on travaille déjà avec les autorités compétentes, ce qui c'est beaucoup plus lourd. En fait, on nous demande beaucoup plus de choses. D'ailleurs, on nous demande des choses qui ne devraient pas forcément être demandées à des associations, mais c'est vrai que... Comme quoi? C'est-à-dire qu'on arrive nous, on est un festival urbain en plus, on arrive à devoir sécuriser un centre-ville entier. Voilà, c'était aussi le pourquoi du comment de cette formation, c'est qu'à un moment donné... on n'est pas forcément là pour ça, on sait pas faire, et on se retrouve en plein festival à devoir gérer des dispositifs anti-intrusion, à déplacer des véhicules. Enfin voilà, ça devient vraiment un sujet énorme, où avant c'était juste on gérait les entrées, la fouille, la palpation, les barrières, etc. D'ailleurs, c'est un sujet même qui vient parfois perturber les modèles économiques. Je crois que c'est dans l'actualité. La circulaire Collomb, donc pour nos auditeurs, la circulaire Collomb oblige les manifestations sportives et culturelles à prendre en charge les frais des policiers, gendarmes qui sont déployés pour la sécurité également à l'extérieur de l'événement. Et elle vient d'être validée par le Conseil d'État. De votre côté, cette circulaire, elle a eu quel impact économique ? Pour l'instant, cette circulaire n'a pas eu d'impact économique parce que on se bat pour ne pas payer, tout simplement. C'est plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont demandés à des festivals. Nous, on se bat contre, et jusqu'à présent, on a vraiment travaillé en bonne intelligence avec la préfecture. Donc ils ont été conciliants, et on s'est basé sur des arguments qui sont que on est un festival 100% associatif, que on est en plein centre-ville, et que de fait c'est pas une asso de sécuriser tout un centre-ville. L'État a quand même une mission de maintien de l'ordre public. Et puis les retombées, parce que quand on fait venir autant de personnes, c'est des nuitées, c'est des commerçants qui travaillent, de l'activité, des transports. Les retombées économiques sont du coup, énormes. C'est la mairie qui prend en charge ces frais supplémentaires? Non, c'est l'État. Ouais.
Mais il y a une disparité là-dedans qui n'est pas expliquée. Il y a des festivals qui n'ont pas à payer, il y en a d'autres qui ont à payer. Alors c'est ce que je voulais vous demander, parce que finalement il y a beaucoup de négociations qui se fait de gré à gré en fonction des relations aussi avec les préfectures et les autorités en place. Et on a même le sentiment que ça concerne presque qu'exclusivement les festivals. C'est-à-dire qu'on en entend beaucoup moins parler dans l'univers du sport, dans d'autres types de manifestations qui drainent autant de personnes, voire plus. On pourrait même dire que ça concerne les festivals de musiques actuelles, puisque l'État lui-même a annoncé qu'il ne demanderait pas au Festival d'Avignon de payer la facture. Or, pourquoi on demanderait aux Vieilles Charrues ou aux Eurockéennes ou à un rock, et pourquoi on ne demanderait pas à Avignon ou au Festival de la BD d'Angoulême, enfin voilà, un festival est un festival. Il y a un point moi, que je voulais creuser, donc on parle un petit peu de l'aspect économique. Il y a quelque chose qui est très intéressant aussi dans votre modèle, c'est qu'on est à la fois sur du gratuit et sur du payant. Et je voulais que vous m'en disiez un petit peu plus. Est-ce que c'est une volonté ? Est-ce que comment on arrive à compiler les deux ? Effectivement, c'est une volonté et c'est vraiment, c'est même un credo. C'est-à-dire, c'est inscrit dans l'ADN du festival. On y tient. On a près de 50% des propositions artistiques qui sont gratuites. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a le fait qu'on soit en centre-ville et qu'on ne veut pas barricader la ville. On veut que ça reste ouvert et que les habitants puissent en profiter et puissent se balader et sans forcément même prendre part au festival. Quand ils vont acheter leur baguette de pain, il y a le musée à côté, ils visitent l'expo, ils rentrent chez eux et s'ils veulent pas aller voir les concerts ou payer, voilà. L'idée, c'est vraiment que ce soit ouvert sur la ville et ensuite, bien entendu, que ce soit accessible à qui que ce soit, quelle que soit la provenance, la catégorie sociale, etc. C'est vraiment de dire que tout le monde puisse venir et picorer et soit voir quelques concerts gratuits, soit emmener les enfants voir des projections de dessins animés en images de synthèse, soit emmener une école. On a beaucoup de scolaires qui viennent visiter l'expo précisément parce qu'elle est en centre-ville, donc accessible et gratuite. Voilà, l'idée c'est ça, pouvoir accueillir vraiment tous les publics. Une vraie ambition derrière. C'est pas juste un discours. Non, c'est une vraie ambition sociale. Et alors, qui finance derrière cette ambition ? Parce que l'ambition est louable, mais comment on le finance ? Est-ce que les artistes qui sont sur des événements payants et qu'on paye très cher jouent le jeu aussi en disant tiens, je viens sur un événement qui me botte parce qu'il y a une vocation sociale ? Est-ce que c'est les collectivités ou est-ce qu'au contraire on va plus facilement toucher des partenaires qui disent voilà, moi c'est quelque chose qui colle avec mon engagement de marque ? Effectivement, la question de qui finance est importante. Nous, on est un festival qui est subventionné à hauteur de 25% du budget, un budget qui est pour l'instant de 2,8 millions. Et le coût des manifestations gratuites est proche de celui des subventions. Donc il y a déjà ça qui permet de... C'est une vraie, du coup, un vrai argument auprès des collectivités. Absolument, ouais, absolument. Mais c'est un argument auprès de tout le monde, même auprès des partenaires privés, etc. Les subventions servent à ça. Mais si ça ne sert qu'à ça, l'argument c'est aussi de dire mais du coup vous subventionnez que la moitié du festival en fait et le reste est à notre charge. Il faut savoir que c'est pas parce que c'est payant que c'est équilibré. Voilà, on a beaucoup de spectacles payants qui sont, quand on fait un spectacle de danse à 16 € ou des concerts à 13 € la soirée, c'est pas équilibré, bien entendu. Et comment on gère la notion de gratuité ? Parce que derrière la gratuité, on dévalorise un peu le produit parfois, le produit ou l'offre culturelle qu'on apporte, parce que quand c'est gratuit, on a l'impression que ça n'a pas de valeur. Alors qu'en fait, j'imagine qu'il y a des expos ou des manifestations que vous proposez qui ont une vraie valeur artistique, mais du fait qu'elles sont gratuites, sont peut-être rendues moins attractives. Comment on arrive malgré tout à donner envie aux gens de venir ? Oui, mais effectivement, je pense que c'est un mauvais argument. J'ose espérer que tout le monde ne pense pas comme ça. C'est vrai que ça pourrait être un biais assez facilement, mais il y a aussi des choses qu'on paye très cher et qui sont pas forcément de qualité non plus. Donc je pense que la qualité se niche vraiment dans la proposition artistique et comment on le démontre et comment on attire les gens, mais c'est en faisant venir des artistes internationaux, c'est en faisant beaucoup de premières. On a beaucoup. L'année dernière, au sein de notre exposition principale, on avait 6 artistes. Il y en a 3 qui exposaient pour la première fois en France, qui avaient été vus dans beaucoup de festivals internationaux, mais pas encore ici. C'est ça aussi qui fait se démarquer. Après, il y a des types de spectacles comme l'art de rue, par exemple, qu'on fait nous historiquement et qui est très demandé par notre public. L'art de rue, de fait, a toujours été gratuit. Et là, les compagnies, même, je pense, refuseraient de faire payer parce que oui, c'est pas leur ADN. Voilà, parce que c'est dans leur ADN d'offrir ça
au public. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur le modèle économique? On parlait de 2,8 millions de budget. Comment il se répartit entre les différents financements, ce budget? Sur les 2,8 millions, on a 25% de subventions. Je n'ai pas révisé les chiffres. On doit avoir 30% ou 35% de financement privé et le reste c'est billetterie et recettes annexes. Oui, notamment tout ce qui est food and beverage et ainsi de suite. Et l'ensemble du food and beverage, c'est le festival Rock and Talk où il y a du coup le festival Rock and Talk qui vit... Rock and Talk est une manifestation qui fait partie du festival. Après, on a d'autres propositions culinaires plus diverses et ailleurs, et on a des bars dans chaque salle de spectacle, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Rock and Talk, justement? On l'a évoqué rapidement. C'est assez impressionnant quand on voit les différents chiffres. On a beaucoup de chefs cuisiniers étoilés, dont certains ont 3 étoiles, et c'est plus de 16 000 assiettes gourmandes qui sont servies aux festivaliers. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, effectivement, Rock and Talk, c'est une manifestation originale. En fait, on était le premier festival à vraiment mettre la gastronomie et l'idée du bien manger au cœur de nos propositions et de traiter ça comme une proposition artistique. Et le concept était simple, c'était de réunir des chefs locaux et régionaux, dont une bonne partie de chefs étoilés. Il me semble qu'on en a 5 sur 20 cette année. Et que chacun fasse un plat gastronomique qui est vendu 8 €. Donc c'est vraiment pour le prix d'un kebab, vous mangez un plat conçu par un chef étoilé, c'est plutôt classe. Et dès le début, on y a aussi adjoint une collaboration artistique, c'est-à-dire que chaque année, il y a un des artistes de la grande scène qui collabore avec un chef étoilé briochin pour réaliser un plat. Donc on a eu Isia, on a eu Camille, l'année dernière c'était Charlie Winston, on a eu Joey Star qui nous a fait un plat mariné au rhum, bien entendu ça ne s'invente pas. Enfin voilà, donc c'est vraiment un événement atypique qui attire énormément de gens. En fait c'est complet, il y a des gens qui font la queue, les tickets se vendent avant, enfin, voilà. Et ça a beaucoup de succès, c'est même reconnu nationalement puisqu'on a eu en 2018 le prix de la meilleure offre culinaire qui a été attribué par un magazine culinaire qui s'appelle Atabula. La meilleure offre culinaire pour un festival. Ouais, d'accord. Tout à fait, pardon. Alors, c'est un festival pluridisciplinaire, c'est un festival urbain, c'est un festival qui a une forte notion de gratuité avec une ambition, on l'a vu, sociale et puis pour faire des découvertes. C'est quoi l'avenir d'Art Rock? Qu'est-ce que ce sera dans les années qui viennent? Ah, bonne question. L'avenir d'Art Rock. Alors, on a eu une période de transition. L'année dernière, j'ai repris la direction que depuis 1 an et demi. On a évolué un peu ces dernières années, dans le sens où on a inauguré une nouvelle scène en 2017. Donc, il y a déjà eu pas mal de changements. Donc, l'idée pour les années qui arrivent pour l'instant, c'est de stabiliser et le modèle du festival et le modèle économique, et peut-être plus d'innover dans nos propositions artistiques, de chambouler un peu le rapport à la ville, peut-être d'être plus présent en ville, de décorer autrement, de surprendre un peu. Quand j'entends renforcer la base économique, on sent que comme beaucoup de festivals, c'est de plus en plus compliqué de boucler parce que c'est des modèles associatifs et ainsi de suite. Comment vous positionnez, comment vous interagissez avec la concurrence entre guillemets, mais quand on est voisin des vieilles charrues à 50 km, quand de grandes structures rachètent des festivals et puis créent des conglomérats, comment on se positionne, festival associatif avec des vraies valeurs, un vrai positionnement? Est-ce que c'est de plus en plus difficile? Est-ce que malgré tout le tissu local, les bénévoles vous aident à tenir? Comment ça se passe? Oui, effectivement, le tissu local est hyper fort, ça c'est sûr. Nous, on a une particularité, c'est qu'on est en centre-ville, que là, on occupe la plupart des places du centre-ville, et qu'en fait, si on voulait grandir, faudrait sortir, ou on aurait du mal à un peu plus pousser les murs. Donc déjà, on est un peu contraint. Ce qui fait que économiquement, c'est assez dangereux parce que on touche à ce que des théoriciens ont assez bien évoqué, c'est la loi de Baumol. C'est la loi de l'insolvabilité chronique, c'est-à-dire que notre modèle est voué à être déficitaire parce que on ne peut pas grandir, on ne peut pas augmenter le prix des billets indéfiniment,
Donc on ne peut pas gagner plus. En face, l'inflation fait que toujours, tous les ans, coûte de plus en plus cher. Donc effectivement, les festivals associatifs et artisanaux comme le nôtre ont un avenir assez compliqué. À nous de trouver les ressources pour faire que tout ça continue de fonctionner. Et c'est là où il y a le rôle aussi des collectivités. Bien sûr. De venir justement en appui d'événements comme le vôtre, parce que quand on voit les valeurs derrière et ce que ça peut générer, j'imagine, en tourisme et autres. C'est là où le rôle des collectivités est important, mais comme on le sait tous, les pouvoirs publics ont plutôt tendance à serrer les cordons de la bourse que l'inverse. Et de la même côté, du côté partenariat privé, voilà, il y a eu quelques changements par rapport au mécénat et à la défiscalisation ces derniers temps. On espère que ça va évoluer dans le bon sens, parce que ça aussi, ça pourrait être hyper dangereux. Et ce qui, en face, nous menace, c'est que il y a des phénomènes de concentration et de privatisation de certains festivals où là, il y a une prise de risque financier qui est énorme. Donc effectivement, eux peuvent se permettre d'affronter ce système de déficit chronique où effectivement, on sait que tous les ans, on n'est jamais sûr d'équilibrer, on n'est jamais sûr de pouvoir mettre de l'argent de côté, etc. Pour une association, c'est pas simple, mais pour des entreprises qui possèdent X succursales qui permettent d'engranger des ressources, finalement, c'est une opération de communication comme une autre qui n'a pas besoin d'être solvable. Après, je n'ai pas répondu à l'histoire de la concurrence. On adore les vieilles charrues, c'est pas forcément des concurrents. Oui, il n'y a pas que. Surtout qu'en Bretagne, des festivals, il y en a vraiment un dans chaque ville ou dans chaque village. Déjà, nous, on est un peu avant la période estivale. Si on rappelle les dates, ce sera 29 et 31 mai 2020, c'est ça 29, 30, 31 mai, c'est le week-end de la Pentecôte. 31 mai 2020. Et c'est vrai qu'on a un public très fidèle, en fait. On vend même beaucoup de billets avant d'annoncer la programmation. Un public qui vient tous les ans parce que c'est l'événement phare de Saint-Brieuc et du département. Donc il y a ça qui fait de fait qu'on a un public qui nous suit. Après, effectivement, c'est pas facile parfois, quand on regarde la prog des charrues ou même les tarifs des billets des charrues, on ne peut pas être trop cher parce que en fait, en face, pour 10 € de plus, il y a la programmation des charrues. Mais heureusement, ils ont pas assez de billets à vendre, ils sont complets tous les ans. Donc voilà. Ouais, et puis les gens peuvent se... Les gens peuvent venir... Il y a un vrai ADN, il y a un vrai positionnement fort qu'on retrouve dans peu de festivals, côté pluridisciplinaire aussi que vous pouvez oui, ça a rien à voir. L'expérience est totalement différente. Et de fait, on a un public particulier. Par exemple, à Rock, c'est un public qui a une moyenne d'âge de 35 ans. Alors, j'allais vous le demander. Ouais. Comme ça, j'aurais dit plus. Parce que vous êtes un festival aussi qui n'a pas de camping. On est sur quelque chose d'un peu plus culturel. Donc, je m'attendais à des gens plus vieux. Comment vous arrivez justement à attirer des gens aussi jeunes, finalement ? Ravi d'entendre que 35 ans, c'est très jeune. C'est pas ce que j'aurais dit il y a 15 ans, mais c'est relatif. En fait, ce qui est particulier à Rock, c'est du fait de toutes ces propositions artistiques, on a un public qui grandit avec le festival et dont les pratiques artistiques évoluent en fonction de l'âge et de la fréquentation du festival. C'est-à-dire que ils vont arriver lycéens avec leurs parents ou avec leurs amis, et puis après ils vont venir avec leurs potes, et puis avec leurs copines, et puis après eux-mêmes vont amener leurs enfants. Et donc ils commencent par fréquenter les concerts, puis ils grandissent un peu, ils vieillissent un peu, ils vont fréquenter peut-être plutôt la danse contemporaine, les concerts de jazz en intérieur, etc. Et puis après, ils vieillissent encore plus, ils vont voir les expos, etc. Bon, c'est un peu caricaturé, mais c'est vraiment un public transgénérationnel où toutes les générations se rencontrent et où chacune a un peu ses affinités artistiques. Donc ça fait vraiment un beau mélange. Et ça, vous le mesurez, du coup, savoir le taux de personnes qui sont venues d'année en année, les années précédentes et qui reviennent, via la data, via la billetterie, quels outils vous utilisez pour ces éléments ? On l'a mesuré via des études de public réalisées par un cabinet d'audit, en fait, par des questionnaires qu'on envoie, etc. Sur la data, on n'est pas encore très bon du fait qu'en fait, on n'est pas assez nombreux pour vraiment avoir le temps de se plonger là-dedans. Mais effectivement, on sait que devant la grande scène, la moyenne d'âge, c'est ça, et que au musée, c'est plutôt ça. Et même les gens nous le disent, que leur pratique est comme ça, évolue comme ça.
On va parler un petit peu de la production en elle-même et sur les bénévoles qui sont essentiels. 600 bénévoles, un bénévole pour 75 habitants. La tendance, on le voit, elle est plutôt à ce que les gens s'investissent de moins en moins. C'est un vrai tour de force. Quelle est votre recette magique ? Ah bah bonne question. Non, c'est un public hyper fidèle et beaucoup de bénévoles sont là depuis longtemps et reviennent d'année en année. Tout comme le public, d'ailleurs, je crois que le public en moyenne c'est 5 éditions par personne et les bénévoles, ça doit au moins être 2-3. Donc, en fait, c'est du fait que ce soit urbain, vraiment, les habitants de la région s'approprient l'événement. Et ouais, de la ville, de l'agglomération, se le sont appropriés et ça veut vraiment partie de leur calendrier de l'année et ils aiment y participer. Donc, de fait, on n'a pas de mal du tout à recruter nos bénévoles. On en a même un peu trop, on a même des listes d'attente. Ils sont là, c'est vrai, ils sont là que les 3 jours ou... Non. À l'année, vous avez des commissions, des activités, des événements ? Non, on n'en a pas à l'année, mais ça commence un peu en amont du festival pour la diffusion, où on a des bénévoles qui nous aident à diffuser nos supports de communication. Et puis, une semaine avant le festival pour aider au montage et à la logistique autour de la production de l'événement. Ouais. Et vous avez des outils pour vous aider au pilotage justement de ces bénévoles, leur affecter des tâches, etc. Comment vous travaillez sur cette gestion des volontaires, des bénévoles ? On travaille de manière assez artisanale avec un logiciel fantastique qui s'appelle Excel. Génial. Comme beaucoup d'organisateurs. Ouais. Ça fonctionne. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça. C'est sûr, si on en avait des milliers, que vous avez ce serait plus compliqué. des chefs bénévoles, mais en tout cas des bénévoles plus sur lesquels vous vous appuyez et qui, eux, vont coordonner ensuite d'autres équipes. Oui, c'est sûr. En fait, c'est même chaque équipe bénévole est encadrée par un salarié. Et puis, on a des bénévoles qui sont là depuis. On a des gens qui ont fait toutes les éditions ou presque. Il me semble que le plus ancien a fait 35 éditions, donc sur 37, il en a loupé 2. C'est quand même pas mal. Donc, il a vécu la dernière édition. On avait envie de revenir un petit peu sur la gestion des risques et des différents éléments. L'an dernier, lors de la première journée, la première soirée du festival, il y avait une forte tempête où vous avez failli pas ouvrir. C'est des éléments qui sont toujours compliqués à gérer. Ça nous intéresse de voir un petit peu comment vous avez vécu cette journée. Comment vous l'avez piloté ? Alors, on pilote pas la météo, mais quelles actions sont mises en place ? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses à ce moment-là et dans quel état d'esprit on est ? Alors, on a dû apprendre ça peut-être la veille. Donc, dans un premier temps, l'information est gardée secrète pour que personne ne panique. Donc, c'est vraiment la direction technique et le chargé de sécurité. Quand vous dites elle est gardée secrète, c'est que c'est une info, c'est la préfecture qui vous prévient en disant attention, on a une météo qui risque d'être compliquée, ou est-ce parce que finalement la météo elle est accessible à tous ? Non, là, oui, c'est nous qui avons vu l'alerte, alerte orange, alerte rouge, je ne me souviens plus ce que c'était. C'est nous qui avons vu ça, j'ai contacté la préfecture, et puis bon là, c'était le jeudi, donc on s'est dit on va voir comment ça évolue le lendemain. Et le lendemain, en fait, c'est faire des relevés toute la journée, regarder les prévisions vraiment heure par heure, en étant en contact avec la préfecture. Et de fait, on peut pas prévoir grand-chose parce que la météo, ça peut changer du jour au lendemain. Quand on a prévu d'ouvrir à 18h, c'est surtout à 16-17h que ça se joue. Et à 16-17h, c'est là où le vent était le plus fort. Donc... Combien de kilomètres-heure, du coup ? On a eu 108. D'accord. Ouais. 108, ce qui est un beau record. Mais en fait, on a quand même un protocole de sécurité qui est très très clair parce que toutes les structures sont tenues pour résister à X km/h de vent. Donc on sait que et puis sur la grande scène, il y a un anémomètre qui mesure la vitesse du vent. Donc en fait, de fait, s'il y a trop de vent, l'alarme se met en route. Le responsable de la grande scène. C'est automatique, ça, l'alarme se met en route automatiquement ? C'est lié Ouais. D'accord. Ouais, ok. ouais. Oui, donc il y a même une partie finalement, parce que c'est lourd d'avoir ce genre de décision à prendre pour avoir été côté organisateur. On se dit mais si je prends la décision puis qu'en fait le vent retombe, c'était dommage. Et en même temps, s'il y a le moindre accident, c'est quand même très compliqué. On bosse 1 an dessus. On a quelques minutes dans une situation souvent de fatigue et avec des informations un peu complexes. On n'est pas assis dans un bureau calme. C'est des moments c'est aussi, une fois que c'est passé, des bons souvenirs peut-être pas, mais c'est des moments marquants, non ?
Oui, Marco, bon souvenir, pas sûr. Sur le moment, c'est vraiment pas. En plus, c'est une partie du travail qui est. Déjà, nous, on a travaillé toute l'année, mais il y a aussi tout le montage. Quand 1 heure avant l'ouverture des portes, vous avez des linéaires entiers de barrières qui s'effondrent, des bâches de scène qui se déchirent, enfin voilà. Ça fait un peu apocalypse et on se dit mince, quand même, on n'a pas fait ça pour ça. Et puis en fait, pour revenir sur le choix d'ouvrir ou pas, c'est simple. Soit on rentre dans le protocole de sécurité, ça sonne, on nous dit, voilà, on doit tout démonter parce que voilà, on démonte tout et donc de fait on n'ouvre pas. Ce qui ne s'est pas produit. Et donc là, on était vraiment entre deux. Est-ce que la préfecture était OK pour ouvrir ? Nous, on était prêts à évacuer s'il avait fallu avec un protocole de sécurité maîtrisé par chaque personne sur le site. Qui a déjà un plan B sur lequel vous avez travaillé en amont ou au final, c'est vraiment au dernier moment qu'on réfléchit à ce plan ou est-ce que vous avez déjà ces protocoles qui sont écrits, c'est réfléchi en amont, ouais, surtout qu'on sait que, voilà, c'est aussi réfléchi depuis la veille, vu qu'on sait que ça pourrait arriver. Mais en fait, effectivement, on a la préfecture au téléphone. Et ils vous disent quoi, la préfecture ? Ils vous disent nous, on y va ? Ou ils vous disent, pour le coup, ils vous disent prenez vos responsabilités ? Une fois que l'équipe technique et que les responsables de sécurité étaient prêts eux, à ouvrir et que ça leur semblait pas un danger, ils vous suivent. On appelle la préf est OK à condition qu'on puisse évacuer. On se dit on y va quoi, avec un petit peu la boule dans le ventre, mais en se disant le vent est censé baisser vers 8-9 heures, on croise les doigts. Les artistes acceptent de monter sur scène. Oui, parce que ça aussi. Ouais. Il y a aussi ça, faut aller les voir. Et comment on communique avec le public du coup, parce qu'on peut pas les laisser tout à fait. dans l'expectative. Donc, est-ce que c'est de dire on vous tient au courant toutes les demi-heures ? Est-ce qu'il y a différents éléments ? C'est ce que vous avez fait. Pour le coup, vraiment, on a vraiment utilisé les réseaux sociaux en leur disant voilà, on ouvre un petit peu plus tard, et puis ça y est, c'est ouvert, et puis. Le vent retombe, enfin voilà, c'est vraiment être transparent et surtout pas laisser s'instaurer de climat de panique, quoi. Oui, ouais. Il y a des gens qui vous le reprochaient, ou qui disent c'est dangereux d'ouvrir, c'est inconscient ou Non, pas du tout. Et on était même surpris et touchés par notre public parce qu'il y avait du monde et que il y avait du vent, il faisait froid, il pleuvait et c'est là où c'est là où on sait que le public breton est vraiment le meilleur du monde. C'est que ils étaient là avec leur poncho. Et donc c'est des bons moments. Et ce que je disais aussi, c'est des moments marquants, mais c'est certainement aussi peut-être, je pense, des moments où avec le public, mais aussi avec ses équipes, on sent quelque chose qui peut se souder dans ces moments-là un peu difficiles, où on sent tout le monde à son poste prêt à y aller. Et ça, je pense que ça compte. Ouais. Est-ce que, revenons un peu plus sur des questions très terre à terre, est-ce que vous aviez une assurance annulation qui vous couvrait dans ce cas-là ? On peut aussi dire, je suis couvert. Oui, après, il faut surtout pas se dire, je suis pas couvert. Et j'y vais. Non, mais à l'inverse, donc bien j'y sûr. vais. Parce que là, voilà, en fait, là, honnêtement, moi, je me suis pas vraiment posé la question de savoir est-ce que c'est safe ou est-ce que c'est pas safe. On n'est pas là pour risquer la vie des gens, que ce soit le public, les gens de l'équipe, etc. Ouais, soit on ouvre dans des bonnes conditions, soit on n'ouvre pas. Effectivement, on a une assurance annulation qui couvre les intempéries. Mais c'est un phénomène qui se multiplie de plus en plus. On n'a pas été les seuls à avoir des tempêtes cette année, et d'autres ont eu même des tempêtes l'année précédente. C'est assez menaçant, ce climat. Et compliqué à gérer aussi, pour avoir vécu ça avec Pierre-Henri sur un événement. Merci Carole. On avait des petites questions un petit peu de manière un peu générale qu'on voulait vous poser également sur à la fois Art Rock et puis d'autres éléments. Mais du coup, quel est votre meilleur souvenir sur Art Rock ? Le meilleur souvenir, en plus je suis même pas sûre d'en avoir si maintenant le mauvais ça va être cette tempête, ça y est, je réponds c'est ma question d'après. Non, je me donc disais le pire souvenir c'est la tempête. Quel est le meilleur, quel est le mauvais. Peut-être, c'est forcément le public et de pour le coup, si on revient à l'année dernière, de sentir que le public est là et est derrière nous, quoi qu'il arrive, qu'il pleure ou qu'il vente, quoi, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est là où on se dit qu'on n'a pas bossé toute l'année pour rien. Et voilà. Carole, on va vous donner des super pouvoirs. Ouais. Et vous pouvez choisir... Donc j'éradique le vent et la pluie. Vous pouvez remonter dans le temps et prendre des billets pour un événement auquel vous n'aviez pas assisté. Ce serait quel événement ? Qui n'est pas le festival Art Rock. Évidemment. Ou une édition précédente du festival.
Ah bah il y a eu des chouettes trucs, hein. Il y a eu une expo d'Andy Warhol, d'œuvres authentiques d'Andy Warhol à Saint-Brieuc. Il y a eu Sonic Youth sur scène. Non, il en faut qu'un seul. Il y a eu des choses fantastiques. Ce serait à Rock. quoi alors? Je crois que j'irais bien voir un concert de Queen au Wembley Stadium, quelque chose comme ça. C'est validé. Et qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez sur un événement? Ouh là là, moi je suis un peu un espion, je regarde absolument tout. J'arrive je prends en photo la signalétique, les poubelles, les toilettes, enfin voilà, je suis un peu, voilà, c'est vraiment, on y va nous en repérage, et c'est vrai que moi j'ai un œil sur tout pour voir comment c'est fait ailleurs, et du coup ça permet de détecter des points d'amélioration chez nous, quoi, sans nécessairement copier les autres, mais de se dire ah bah oui, effectivement ça c'est pas bête comme traitement, etc. Donc moi je suis un peu une psychorigide de l'organisation, je regarde tout de A à Z partout. Pour finir, si vous deviez créer un événement, Art Rock c'est fini, et là c'est vous qui devez créer un événement, qu'est-ce que vous créeriez comme événement? Bah ce serait dur en plus de faire différent d'Art Rock. Moi je suis assez attachée à la pluridisciplinarité, donc je pense que je garderais ça. Ce serait, voilà, j'arriverais pas à me satisfaire d'un événement. En plus, moi, je viens de l'art vivant là-bas, je viens pas du secteur musical. Donc, ce sera un autre Art Rock. Si Art Rock n'existait plus, il faudrait le réinventer. Ce sera un autre Art Rock, ouais. Merci Carole. Carole, donc la directrice du festival Art Rock qui se déroulera du 29 au 31 mai 2020 à Saint-Brieuc, festival pluridisciplinaire, urbain, avec une forte dominante gratuite pour la découverte. Si vous avez apprécié ce podcast, partagez-le avec votre réseau et n'hésitez pas à le noter, notamment sur Apple Podcast. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.